Lorsque les troupes soviétiques entrèrent dans l'un des sièges de l'Ahnenerbe à Berlin, en mai 1945, elles trouvèrent quelque chose qui ne figurait dans aucun rapport de guerre. Sur le sol d'une pièce gisaient plusieurs soldats de race mongoloïde, sans insigne d'aucune sorte, sans document permettant de les identifier. Tous portaient des dagues cérémonielles d'un design inconnu de l'armée soviétique, et leurs corps étaient disposés en cercle, les têtes réunies au centre formant une sorte de roue. Personne ne sut alors qui ils étaient. Personne ne le sait avec certitude encore aujourd'hui. Le seul indice renvoie à l'expédition que le zoologiste et officier des SS Ernst Schäfer, né à Cologne le 14 mars 1910, dirigea au Tibet entre avril 1938 et août 1939 sous le patronage direct de Himmler. Schäfer était un explorateur aux capacités éprouvées. Il avait participé à 2 expéditions précédentes au Tibet, la première en 1930 à 1931 et la deuxième en 1934 à 1936, toutes 2 dirigées par l'explorateur américain Brooke Dolan II. Il connaissait les routes, les climats, les langues véhiculaires de la région et surtout, il entretenait des relations établies avec des fonctionnaires tibétains qui lui avaient ouvert des portes fermées à la plupart des Occidentaux. Himmler signa en août 1937 un mémorandum ordonnant à l'Ahnenerbe d'équiper une nouvelle expédition au Tibet, subordonnée formellement au SS. Le projet initial de Schäfer était scientifique, zoologie, botanique, géomagnétisme. Mais l'Ahnenerbe ajouta ses propres exigences. Le mémorandum de septembre 1937 demandait que l'expédition inclue un géographe, un anthropologue, un géologue, un botaniste, un représentant de la Welteisler, la théorie de la glace universelle qui postulait que la glace était la substance fondamentale de tous les processus cosmiques, et un préhistorien. Schäfer refusa d'inclure Edmund Kiss, le principal défenseur de la Welteisler, au sein de l'Ahnenerbe, car la théorie était scientifiquement absurde. Himmler accepta cette condition, mais l'expédition resta la sienne. L'équipe qui partit du port de Gênes le 21 avril 1938 à bord du vapeur italien Gneisenau était composée de 5 hommes. Schäfer comme directeur, Karl Wienert comme géophysicien, responsable des mesures magnétiques, Ernst Krauss comme entomologiste et photographe, Edmund Gehr comme technicien d'équipement et responsable des approvisionnements, et Bruno Beger, l'anthropologue des SS, dont le programme de recherche tournait autour d'une question qui n'avait jamais eu et ne pourrait jamais avoir de réponse scientifique valable. Pouvait-on établir une corrélation morphologique entre la population tibétaine et les prétendus ancêtres de la race aryenne? Beger avait ses réponses préparées à l'avance. Sur la route vers le Tibet, il commença à construire sa méthodologie. Au Sikkim, il procédait déjà à des mesures. À son arrivée à Lhasa, en janvier 1939, l'équipe fut reçue par le régent tibétain Röting Rinpoché, qui gouvernait au nom du Dalai Lama, âgé de 14 mois, lequel ne devait être intronisé qu'en 1940. Dans la capitale tibétaine, Beger déploya son équipement de mesure avec une systématique qui étonnerait par sa froideur. Il mesura 376 personnes. Il prit des moulages en plâtre, des visages, des mains et des oreilles de 17 d'entre elles. Il enregistra les empreintes digitales de 350 autres. Il filma et photographia des rituels. Il assista au Losar, le nouvel an tibétain, lorsque des dizaines de milliers de pèlerins remplissaient les accès du Potala en une dense marée humaine au milieu de nuages dansants de genévrier. Ce que Schäfer fit également fut d'étudier attentivement les rituels du Kalachakra, le tantra de la roue du temps, l'une des initiations les plus complexes du bouddhisme tibétain. Le Kalachakra implique durant plusieurs jours des pratiques de visualisation, de purification et de vœux spirituels. Sa cosmologie est construite sur la légende de Shambhala, le royaume mythique duquel surgira un roi guerrier pour livrer la bataille finale du monde. Pour les occultistes nazis qui avaient lu Ossendowski, Roerich et Guénon, Shambhala était l'équivalent tibétain d'Agartha, le royaume souterrain des maîtres spirituels supérieurs. Et le Kalachakra était le manuel d'initiation de ses gardiens. Schäfer rédigea un rapport exhaustif sur le rituel.
Lors de l'interrogatoire mené par le service de renseignement militaire des États-Unis en février 1946, le dossier USFETOI-FIR Final Interrogation Report, Schaeffer se souvint spécifiquement que Himmler lui avait demandé des informations sur le Kalachakra et qu'il lui avait fourni une description détaillée. Il se souvint aussi que Himmler l'a lu avec la concentration de quelqu'un prenant des notes opérationnelles et non de quelqu'un satisfaisant une curiosité intellectuelle. Cette partie de l'interrogatoire reste partiellement classifiée. L'expédition retourna en Allemagne le 4 août 1939, la guerre étant à 3 semaines de distance. Himmler attendait à l'aéroport de Tempelhof avec le Totenkopfring, l'anneau à tête de mort, pour le remettre personnellement à Schaeffer. Il nomma le zoologiste directeur du nouvel institut de recherche pour l'Asie intérieure des SS, le Forschungsstätte für Innerasien und Expeditionen im Ahnenerbe der SS. En 1943, Schaeffer donna à l'institut le nom de l'explorateur suédois Sven Hedin, qui avait visité le Tibet en 1907. Le choix du nom était une déclaration d'ambition académique et non un abandon des priorités de Himmler. Ce qui se produisit entre 1939 et 1945 entre l'Institut de Schaeffer, les rituels du Kalachakra et les corps retrouvés en 1945 ne peut être établi sur la base de documents primaires. Ce qui peut en revanche être établi avec certitude, c'est que lorsque les Américains découvrirent les installations de l'Ahnenerbe à la fin de la guerre, les archives concernant les matériaux rapportés du Tibet, les contacts établis durant l'expédition et les activités ultérieures de l'Institut avaient été détruites ou évacuées. Les corps disposés en cercle avec les dagues cérémonielles. Il ne s'agissait pas de soldats d'une armée répertoriée, ce n'étaient pas des prisonniers. Ils étaient à l'intérieur, non gardés de l'extérieur. La formation en roue, les têtes réunies au centre, correspond à des dispositions rituelles spécifiques de certaines pratiques du bouddhisme tantrique Vajrayana, la même lignée à laquelle appartient le Kalachakra. Le Smithsonian Institute, consulté par des chercheurs dans les années 1990, ne put établir aucun lien documentaire direct. Les archives soviétiques concernant ce qui fut découvert dans les installations de l'Ahnenerbe à Berlin restent en grande partie non déclassifiées. À l'été 1931, un jeune chercheur allemand nommé Otto Rahn arriva au village de Montségur, dans les Pyrénées françaises, avec un sac à dos et un exemplaire du Parzival de Wolfram von Eschenbach. Il avait 25 ans et était convaincu que le Saint Graal n'était pas une coupe mais une pierre et que cette pierre se trouvait quelque part sous les montagnes du Languedoc. Ce n'était pas seulement une obsession personnelle. Des années plus tard, les SS financèrent ses recherches. Montségur fut la dernière forteresse des Cathares, le courant hérétique qui, au début du XIIIe siècle, domina le sud de la France et le nord de l'Italie avec une théologie manichéenne qui rejetait le monde matériel comme création du mal. En 1244, après 10 mois de siège par 20 000 soldats de l'Inquisition, les 500 survivants de Montségur refusèrent d'abjurer et furent brûlés vifs dans le champ, depuis lors appelé camp d'Elskrema. Les archives de l'Inquisition, conservées à Rome, rapportaient que la nuit précédant la reddition, 4 cathares descendirent avec des cordes par le ravin le plus abrupt de la montagne, le Lacet, emportant avec eux quelque chose d'une importance vitale. Les actes nomment 3 d'entre eux, Amiel Alicard, Hugo et Poitevin. Rahn passa des mois à explorer les grottes du Sabarthès, au pied de Montségur, guidé par Antonin Gadal, un érudit local qui avait consacré des décennies à cartographier le système souterrain. Dans son livre « La croisade contre le Graal », publié en 1933, Rahn décrivit ses découvertes avec un mélange de rigueur descriptive et de conclusions non vérifiables. Himmler le lut. En 1935, Rahn fut recruté par les SS avec le grade d'Untersturmführer. Himmler avait désigné dans le château de Wewelsburg une salle spécifique destinée à conserver le Saint Graal lorsqu'il serait découvert. Ce n'était pas une métaphore, c'était un espace physique avec un socle attendant l'objet. Rahn continua ses expéditions dans les Pyrénées avec le financement des SS et publia en 1937 son second livre, La cour de Lucifer. Dans ce texte, il écrivit qu'il se souviendrait toujours de Montségur et du Graal, et reconnut publiquement qu'il aurait préféré ne jamais en avoir fait la connaissance.
Le 13 mars 1939, les SS publièrent une annonce dans un journal allemand informant qu'Otto Rahn était mort de froid dans les montagnes du Tyrol. Il avait 32 ans. Personne parmi ceux qui le connaissaient n'accepta totalement cette version. En mai 1979, le magazine allemand Die Welt publia pour la première fois une version alternative qui avait circulé pendant des décennies dans des cercles de chercheurs. Rahn aurait survécu et continué à travailler sous une fausse identité pour les services de renseignement allemands, possiblement sous le nom de Rudolf Rahn, diplomate nazi ayant opéré en Italie et en Tunisie pendant la guerre. Les similitudes physiques entre les deux hommes alimentèrent cette hypothèse pendant des années. Le gouvernement allemand n'a pas déclassifié les dossiers complets d'Otto Rahn, et le Graal de Montségur, s'il a existé comme objet physique, n'a jamais été retrouvé. Au fond d'une grotte du Sabarthès, Rahn avait photographié en 1931 un panneau avec des symboles gravés dans la pierre, incluant une coupe et une lance. Dans le poème de Wolfram von Eschenbach, qui avait guidé sa quête, le Graal et la lance de Longinus apparaissent toujours ensemble. Le même panneau existe encore aujourd'hui. La grotte peut être visitée. La pierre s'y trouve. Ce que cela signifie reste sujet à débat. À Noël 1944, le téléphone sonna dans la maison des frères Walter et Reimar Horten. À l'autre bout de la ligne se trouvait Siegfried Knemeyer, adjoint du commandant de la Luftwaffe, responsable des projets aéronautiques les plus avancés du Reich. La conversation fut brève. Knemeyer demanda s'il pouvait construire un avion ayant une autonomie de 11 000 km. Les Horten répondirent que oui. Aucun des deux ne savait alors exactement à quoi servirait cet avion. Walter Horten était né à Bonn en 1913. Reimar, son frère cadet, en 1915. Depuis l'enfance, ils étaient obsédés par un concept aéronautique que les ingénieurs conventionnels considéraient comme marginal. L'aile volante, un avion sans fuselage ni empennage, où la surface portante était le corps même de l'appareil. Ils avaient commencé avec des planeurs à 15 et 17 ans, au club de vol de Bonn, dans une Allemagne à laquelle le traité de Versailles interdisait explicitement l'usage d'aéronefs militaires. Cette restriction ne freina pas leur travail. Au contraire, sans la pression des exigences militaires immédiates, ils conçurent en totale liberté. Leurs premiers appareils attirèrent l'attention des as de l'aviation allemande lorsqu'ils furent présentés dans des compétitions locales. Des pilotes vétérans qui les essayèrent brièvement descendaient du cockpit avec une expression que leurs camarades n'avaient jamais vue auparavant, celle de quelqu'un qui vient de comprendre que quelque chose qu'il croyait impossible est réel. La maniabilité de l'aile volante, l'absence de traînée aérodynamique liée à la queue conventionnelle, la réponse immédiate aux commandes, étaient radicalement différentes de tout ce que ces pilotes avaient connu. Les frères Horten continuèrent à travailler. Ils conçurent le HO2, le HO3, le HO4, le HO5, le HO6, améliorant chaque génération sans plan détaillé, sans soufflerie, sans mathématiciens aéronautiques. Reimar concevait à partir de l'intuition et de l'observation directe des vols expérimentaux. Ce qu'il ne pouvait mesurer, il l'anticipait avec une précision que ses contemporains ne savaient s'ils devaient admirer ou craindre. En 1943, lorsque la situation sur le front de l'Est avait déjà commencé à se détériorer de façon irréversible, Hermann Göring cherchait des solutions. Il convoqua les principales entreprises aéronautiques allemandes avec une exigence qui ressemblait à un défi impossible. Un avion capable de transporter 1000 kg de bombes à 1000 km de distance à une vitesse de croisière de 1000 km par heure. Le projet fut informellement appelé le 1000-1000-1000. Messerschmitt tenta, Heinkel tenta, Junkers tenta. Les Horten, convoqués au siège de la Luftwaffe, présentèrent les esquisses du O9, leur aile volante à propulsion par réacteur. Göring regarda les plans et se leva de sa chaise. « Faites-le. Construisez cet avion et laissez-moi voir s'il vole. » Il alloua, une demi-heure après le début de la réunion, 500 000 Reichsmark de financement initial et quitta la salle sans ajouter un mot. Le premier prototype du O9, sans moteur, vola avec succès en 1944. Le deuxième prototype, le O9 Fait 2, déjà équipé de 2 turboréacteurs Junker Jumo 004B, décolla le 2 février 1945 et atteignit des vitesses supérieures à 800 km par heure lors des premiers essais.
La Luftwaffe, enthousiaste, ordonna une production en série immédiate. Le modèle de production devait recevoir la désignation officielle HO 229. Le fabricant serait Gotha Air Wagon Fabrik à Gotha, en Thuringe. 20 unités furent commandées. Mais le HO 229 n'arriva jamais au combat. La guerre se termina avant. Ce qui arriva en revanche à la fin de la guerre fut le troisième prototype, le HO 953, que les Américains découvrirent dans les installations de la Gotha Air Wagon Fabrik à Friedrichroda le 14 avril 1945. L'appareil était assemblé à 80%. Il fut démonté et envoyé aux États-Unis dans le cadre de l'opération Seahorse, le programme naval équivalent à la plus connue opération Paperclip. Le HO 953 arriva au Royaume-Uni pour une évaluation préliminaire au Royal Aircraft Establishment de Farnborough, puis fut transféré vers les sites de Wright et Freeman aux États-Unis. Depuis 1952, il se trouve dans les collections du Smithsonian Institution, où il fut restauré entre 2015 et 2017. C'est ici que commence le mystère technique qui divise encore les ingénieurs. En 1983, Reimar Orten publia le livre Nurflügel, Die Geschichte der Ortenflugzeuge 1933 à 1960, écrit en collaboration avec Peter Selinger. Dans cet ouvrage, il affirma pour la première fois qu'il avait délibérément incorporé dans la structure du O9 un mélange de sciure, de charbon de bois et de colle entre les couches de contreplaqué formant les surfaces extérieures de l'aile. L'objectif déclaré: absorber les ondes radar et rendre l'avion invisible au système de détection allié. Il décrivait, avec la terminologie de l'époque, ce que les ingénieurs modernes appellent un matériau absorbant le rayonnement, le composant fondamental de la technologie furtive. En 2009, Northrop Grumman, le fabricant du bombardier furtif américain B-2 Spirit, finança un documentaire de National Geographic qui incluait une étude des propriétés absorbantes radar du HO 229. Pour cette étude, une réplique à l'échelle réelle du HO 952 fut construite en bois, utilisant une colle imprégnée de matériaux carbonés entre les couches de contreplaqué. Les ingénieurs de Northrop exposèrent la réplique à des signaux radar aux fréquences utilisées par les systèmes britanniques Chain Home de 1944 et mesurèrent la signature radar obtenue. Le résultat fut surprenant. La réplique présentait une empreinte radar significativement réduite par rapport à un avion conventionnel équivalent. Northrop Grumman conclut que, grâce à la combinaison du design en aile volante et des matériaux de construction, le HO9 aurait été quasiment invisible pour les radars britanniques de l'époque. Cependant, le Smithsonian parvint à des conclusions plus nuancées. Lors de la restauration du O95, 3 originales entre 2015 et 2017, les conservateurs utilisèrent la microscopie électronique, la diffraction des rayons X et la spectroscopie à transformer de Fourier sur les couches de bois de l'appareil original. Ils recherchèrent spécifiquement des particules de carbone ou tout matériau absorbant dans les couches de collage. Ils ne trouvèrent aucune preuve concluante de l'imprégnation de carbone décrite par Reimar Orten. Les analyses montrèrent une augmentation de la constante diélectrique dans la couche adhésive du bord d'attaque de l'aile, ce qui est compatible avec une tentative de modification des propriétés du matériau, mais la quantité de carbone présente, si elle existait, était inférieure au seuil de détection fiable. Le résultat final des analyses du Smithsonian fut non concluant. On ne peut pas confirmer que le HO953 original contenait des matériaux absorbants radar. On ne peut pas non plus exclure complètement leur présence à des concentrations trop faibles pour les méthodes d'analyse disponibles, ni leur présence dans un modèle de production jamais réalisé. Russell Lee, lui-même, conservateur en aéronautique au Smithsonian et auteur du livre Only the Wing, Reimar Orten's Epic Quest to Stabilize and Control the All-Wing Aircraft, reconnut que l'histoire ne pouvait pas être définitivement close. Ce qui est en revanche confirmé par l'analyse de Northrop Grumman, c'est que la forme même de l'aile volante, indépendamment des matériaux, produit une signature radar inférieure d'environ 20% à celle d'un chasseur conventionnel de plus petite envergure comme le Messerschmitt Bf-109, un avion plus grand, détecté comme s'il était plus petit. Dans les systèmes radars de l'époque, ces 20% pouvaient représenter la différence entre être détecté à temps pour être intercepté et traverser l'écran de l'opérateur sans que personne ne déclenche une alerte.
Quant à la question de l'utilité des 11 000 km d'autonomie du Ho-18, le bombardier stratégique que Knemeyer avait commandé aux Orten en décembre 1944, 11 000 km correspondent à la distance entre une base sur le continent européen et la ville de New York, aller-retour sans ravitaillement. Göring dit aux Orten, lors de la réunion de février 1945, qu'il avait besoin d'atteindre le continent nord-américain. Il n'expliqua pas quelle devait être la charge transportée par l'avion. Les Orten comprirent la réponse des mois plus tard, lorsque le monde apprit que les nazis avaient développé des recherches nucléaires et que les concepteurs du projet A9A10, le missile de New York imaginé par Werner von Braun, envisageaient des têtes de guerre dont le poids correspondait exactement à la charge utile que le HO-18 aurait pu transporter. Jack Northrop ne répondit pas à la lettre que Walter Horten lui envoya depuis l'Allemagne en 1946, demandant à poursuivre sa carrière aux États-Unis. Walter mourut en 1998. Reimar, qui s'était exilé en Argentine, où il conçut des planeurs jusqu'à la fin de sa vie, mourut en 1994. Le B-2 Spirit de Northrop Grumman, le bombardier furtif le plus avancé du monde occidental au moment de ce récit, fut présenté au public le 22 novembre 1988 à Palmdale, en Californie. Sa silhouette, celle d'une aile volante sans empennage avec une légère courbure sur le bord de fuite, est la même que celle des esquisses que les frères Horten montraient lors des compétitions de vol dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Dans les dossiers d'interrogatoire réalisés par les services de renseignement américains auprès du docteur Ernst Schaeffer en 1946, il existe une section qui n'a pas encore été entièrement déclassifiée. Schaeffer se souvint de sa première rencontre avec Himmler et décrivit comment le Reichsführer SS lui avait posé des questions spécifiques sur le Kalachakra, le rituel tantrique tibétain dont l'initiation, selon la tradition bouddhiste, transforme ses participants en guerriers spirituels invincibles. Schaeffer déclara lui avoir donné une description détaillée du rituel. Il ajouta également que Himmler l'a lu avec le sérieux de quelqu'un prenant des notes opérationnelles. Le Kalachakra, ou roue du temps, est l'un des textes sacrés les plus complexes du bouddhisme tantrique tibétain. Son initiation dure plusieurs jours et implique des pratiques de visualisation, de purification et d'engagement spirituel. Pour les lamas tibétains, le Kalachakra est intimement lié à Shambhala, le royaume mystique duquel, selon la prophétie, surgira un roi guerrier destiné à vaincre le mal lors de la bataille finale des temps. Himmler avait lu sur Shambhala dans des sources occultistes européennes qui reliaient cette légende au concept d'Agartha, le royaume souterrain habité par des maîtres spirituels d'une race supérieure. La mission des Horten à Berlin en 1944 ne fut pas la seule expédition tardive du régime dans le monde spirituel. Himmler envoya également le colonel Otto Skorzeny, le même officier des SS qui, en septembre 1943, avait libéré Mussolini de sa prison du Gran Sasso avec seulement 9 hommes en planeur, pour effectuer une expédition nocturne à Montségur en mars 1944. Ce que Skorzeny cherchait, ce qu'il trouva ou ne trouva pas, n'a pu être établi à partir d'aucune archive disponible. La présence du Kalachakra dans l'idéologie des SS est liée à une autre énigme non résolue. Dans la salle des Obergruppenführer de Wewelsburg, le soleil noir possède 12 rayons. Le nombre 12 se répète dans toute l'architecture rituelle du château. 12 colonnes, 12 piédestaux, 12 assiettes sur la table arthurienne. La tradition du Kalachakra organise également sa cosmologie autour du nombre 12. Personne n'a pu confirmer si cette correspondance est fortuite ou intentionnelle. Les architectes du château avaient détruit leurs archives avant l'arrivée des Alliés. Le 25 mars 1945, le sous-marin U-234 quitta le port de Kiel, accompagné de plusieurs navires d'escorte et de 3 U-boots côtiers de type 23. Il s'agissait d'un sous-marin de type XB, le plus grand que la Kriegsmarine ait construit, conçu à l'origine comme mouilleur de mines, puis converti en sous-marin de transport à longue portée. Il déplaçait 1735 tonnes en surface et 2143 tonnes en immersion. Son commandant était le capitaine-lieutenant Johann Heinrich Feller, connu dans la marine sous le surnom de Dynamite. Sa première et unique mission de guerre avait pour destination le Japon. Le navire arriva au port norvégien de Kristiansand 2 jours plus tard.
Il y subit une collision mineure avec un autre U-boot lors de tests du Schnorchel, fut réparé, ravitaillé en carburant, puis reparti finalement vers le Japon le 15 avril 1945. Il navigua en immersion à profondeur de Schnorchel pendant les 16 premiers jours. Ensuite, lorsque Feller estima que les conditions océaniques et la tempête persistante le rendaient suffisamment sûr, il commença à naviguer en surface. La cargaison du U-234 pesait 240 tonnes. Elle incluait des plans techniques classifiés, des exemplaires des torpilles électriques les plus avancées de la Kriegsmarine, une bombe planante Henschel HS 293, le fuselage démonté d'un Messerschmitt ME 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire, du matériel radar de défense aérienne, de la documentation sur les systèmes de propulsion à turbine et dans les tubes verticaux à mine de la coque, quelque chose qui ne figurait pas sur le manifeste officiel. L'officier de quart Wolfgang Hirschfeld décrivit des décennies plus tard, dans le livre Hirschfeld, The Story of a U-Boat NC, publié en 1997, avoir vu personnellement le chargement du matériel le plus sensible du sous-marin. Il s'agissait d'environ 50 cubes de plomb de 9 pouces de côté, soit environ 22 cm chacun, peints avec les lettres U-235 en blanc. 2 officiers de la marine impériale japonaise embarqués comme passagers, le capitaine de l'aviation Genzo Shoji et le capitaine de marine Hideo Tomonaga, étaient assis sur une caisse sur le pont avant, marquant les conteneurs avec des caractères japonais sur du papier brun collé à la gomme. Le manifeste officiel les désignait comme contenant de la U-Puder, de la poudre d'uranium. À bord se trouvaient également 12 passagers de haut rang, parmi lesquels le lieutenant-général Ulrich Kessler de la Luftwaffe, portant monocle et manteau de cuir jusqu'aux chevilles, dont la présence faisait du U-234 une affaire d'État plutôt qu'une opération navale ordinaire. Le 4 mai 1945, le U-234 capta des transmissions fragmentaires de la BBC annonçant la mort d'Hitler. Le lendemain arrivèrent des messages directs de Dönitz, le nouveau chef d'État allemand, ordonnant à tous les sous-marins en mer de faire surface et de se rendre aux forces alliées les plus proches. Feller calcula sa position. Il se trouvait dans l'Atlantique Nord, à égale distance du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis. Il choisit les Américains. Les 2 officiers japonais, informés de la reddition, demandèrent de la morphine à bord et s'administrèrent des doses mortelles. Leurs corps furent remis à la mer avant que le sous-marin n'atteigne le port. Le 14 mai 1945, le destroyer américain USS Sutton intercepta le U-234 au sud des Grands Bancs de Terre-Neuve. Un équipage américain prit le contrôle du sous-marin et le pilota jusqu'à l'arsenal naval de Portsmouth, dans le New Hampshire, où s'étaient déjà rendus les U-Boots U-805, U-873 et U-1228. L'arrivée du U-234 devint un événement de première page. Les journalistes, qui avaient installé leurs caméras sur le quai, furent maintenus à distance par des marines armés avec des ordres stricts interdisant à quiconque de s'approcher, sous peine d'être abattus en cas de désobéissance. Le rapport de renseignement américain du 19 mai 1945, classifié secret, lista la cargaison du U-234 en incluant des plans, des armes, des fournitures médicales, des instruments, du plomb, du mercure, de la caféine, des aciers, du verre optique et du laiton. L'uranium n'apparaissait sur aucune ligne de ce document. Il avait disparu des registres avant même que ces derniers ne soient rédigés. L'historien Joseph Scalia, qui enquêta sur l'affaire avec accès à des documents navals déclassifiés dans les années 1990, trouva dans les archives de l'arsenal naval de Portsmouth un câble décrivant les conteneurs d'uranium comme des cylindres gainés d'or, une méthode de stockage que les physiciens nucléaires de l'époque utilisaient exclusivement pour des matériaux à forte concentration en U-235 afin de prévenir la contamination par oxydation. L'uranium brut ou légèrement enrichi ne nécessitait pas ce traitement. Seul un matériau proche de la pureté militaire exigeait un tel niveau de protection. Le major John Lansdale, ancien chef de la sécurité du projet Manhattan, déclara en 1995 que l'uranium du U-234 avait été envoyé directement aux installations d'enrichissement de Clinton Engineer Works à Oak Ridge, dans le Tennessee, où il fut traité dans le cadre du programme d'armement.
Les installations d'Oak Ridge utilisaient des calutrons électromagnétiques pour enrichir l'uranium-235. Les registres de production de ces installations, examinés par le chercheur Carter Heydrich et publiés dans son livre Critical Mass, How Nazi Germany Surrendered Enriched Uranium for the United States Atomic Bomb, montrent une augmentation notable de la production d'uranium enrichi dans les semaines suivant le 14 juin 1945, date à laquelle le second officier de la marine américaine Traynor et le technicien Smith eurent une conversation téléphonique au sujet du destin de l'uranium du U-234. Eric Jett, métallurgiste en chef à Los Alamos, avait estimé au début de 1945 que les laboratoires ne pourraient disposer que d'environ 15 kg d'uranium enrichi pour le mois de mai de cette année-là. La bombe Little Boy, de type canon, nécessitait environ 50 kg d'uranium-235 à 90% de pureté. L'écart entre les quantités disponibles et requises était la raison pour laquelle le programme de la bombe à uranium avait été au bord de l'échec pendant des mois. L'historien Heydrich documenta que le métallurgiste Edward Hamel, qui travaillait au laboratoire métallurgique de Chicago où étaient fabriqués les composants du cœur de la bombe, déclara que très peu d'uranium enrichi arriva au laboratoire jusqu'à 2 ou 3 semaines avant le largage de la bombe. La bombe Little Boy tomba sur Hiroshima le 6 août 1945. La chronologie correspond à l'hypothèse selon laquelle l'uranium du U-234, traité à Oak Ridge en juin, serait arrivé à Los Alamos en juillet et aurait été assemblé dans la bombe qui détruisit la ville japonaise en août. Mais le gouvernement des États-Unis n'a pas confirmé cette chaîne causale. Les registres d'inventaire des matières fissiles correspondant au mois de mai à août 1945 à Oak Ridge et Los Alamos n'ont pas été entièrement publiés. Lorsque des chercheurs indépendants en ont fait la demande en vertu de la loi américaine sur la liberté d'information, le département de la Défense a répondu que leur divulgation causerait un préjudice grave à la sécurité et au prestige national. Une telle réponse, formulée en 1999, plus de 50 ans après les faits, comporte ses propres mystères. Le U-234 fut coulé le 20 novembre 1947 comme cible d'entraînement de torpilles à environ 40 000 au nord-est de Provincetown, dans le Cape Cod. Les documents classifiés liés à sa cargaison la plus sensible restèrent restreints pendant toute la guerre froide et ne furent publiés que partiellement à partir des années 1990. De tous les mystères technologiques du Troisième Reich, celui de la cloche est celui qui divise le plus les historiens entre ceux qui le prennent au sérieux et ceux qui le rejettent comme une mythologie d'après-guerre. Et pourtant, les sources ne sont pas entièrement inventées. Le journaliste et chercheur polonais Igor Witkowski publia en 2000 un livre intitulé « La vérité sur le Wunderwaffe », dans lequel il décrivait un dispositif appelé « Die Glock », la cloche, dont l'existence aurait été mentionnée par le général SS Jacob Sporenberg lors d'un interrogatoire polonais en 1950. Sporenberg fut exécuté en Pologne la même année pour des crimes de guerre commis à Lublin. Selon le récit transcrit par Witkowski, la cloche était un appareil d'environ 2,5 mètres de diamètre et 3 mètres de haut, en forme de cloche, fabriqué dans un métal aux propriétés inhabituelles. À l'intérieur, 2 cylindres tournaient en sens opposé et contenaient une substance décrite comme le xérum 525, un matériau de couleur violacée que Sporenberg décrivait comme proche du mercure lourd enrichi. Le dispositif aurait généré un champ énergétique dans un rayon de 150 à 200 mètres, produisant selon les rapports des effets physiques sans précédent. Décomposition rapide de la matière organique, mort de petits animaux en quelques minutes, désorientation sévère des opérateurs humains, et ce que plusieurs ingénieurs ayant prétendument travaillé sur le projet décrivaient comme des anomalies dans l'écoulement du temps à l'intérieur du champ généré. Le projet aurait été placé sous la supervision directe du SS Obergruppenführer Hans Kammler, l'ingénieur qui supervisa également la production des fusées V2 dans les installations souterraines de Mittelwerk, construites grâce au travail forcé des camps de concentration. Kammler disparut à la fin de la guerre. Son sort n'a jamais été établi avec certitude. Une version le dit mort à Prague en mai 1945. Une autre affirme qu'il aurait été évacué vers les États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip,
le programme par lequel les services de renseignement américains recrutèrent plus de 1600 scientifiques allemands entre 1945 et 1959. L'installation souterraine où auraient été menées les expériences de la cloche fut appelée Der Riese, le géant, et se situait dans les montagnes des Sudètes, dans la région de Basse-Silésie, aujourd'hui en territoire polonais. Le complexe consistait en un réseau de tunnels creusés sous plusieurs montagnes, avec plus de 8 km de galeries documentées et une structure centrale en béton armée de plans circulaires que les chercheurs locaux appellent le Henge, en raison de sa ressemblance superficielle avec Stonehenge. Le Henge existe. Il peut être visité dans la commune polonaise de Ludwikowice-Kłodzki. Il mesure environ 30 mètres de diamètre, est fait de béton d'une épaisseur allant d'1,5 mètre à 2 mètres, comporte 12 colonnes et présente dans sa voûte des ancrages métalliques que personne n'a réussi à relier à un équipement industriel connu de l'époque. Les archives concernant le projet exact mené dans ce complexe ont été détruites. Aucun document allemand survivant ne mentionne le terme Die Glocke. Ce qui existe en revanche, ce sont des rapports indiquant qu'en avril 1945, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans les environs du complexe. Un épisode que Witkowski décrit comme le seul cas connu dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale d'exécution massive de personnel scientifique hautement qualifié par les SS eux-mêmes. 62 scientifiques et ingénieurs travaillant dans des installations secrètes en Basse-Silésie furent exécutés par leur propre garde dans les jours précédant l'arrivée des troupes soviétiques. Leurs noms n'ont jamais été publiés dans aucun rapport allié. Leurs expériences, si elles ont existé, sont mortes avec eux. Le 22 mai 1942, le médecin Kurt Plöttner réalisa dans les installations du camp de concentration de Dachau la première d'une série d'expériences qui ne furent pas découvertes lors des procès de Nuremberg, car les registres spécifiques avaient été détruits. Plöttner était médecin des SS et étudiait une question très précise: s'il était possible d'utiliser des substances pharmacologiques pour supprimer la volonté d'un individu et le faire parler sans qu'il puisse mentir ou résister aux interrogatoires. Le médicament utilisé était la mescaline, un alcaloïde naturel extrait du cactus peyote, utilisé depuis l'époque précolombienne lors de cérémonies rituelles dans le nord du Mexique. La mescaline, à forte dose, provoque des hallucinations, une désorganisation de la perception du temps et de l'espace, et dans certains cas des états de suggestibilité extrême. Les expériences de Plöttner à Dachau furent consignées dans un seul rapport partiel retrouvé par les Alliés en 1945 et classé secret par les services de renseignement américains. Pendant des décennies, ce document resta dans le domaine des archives restreintes. Lorsqu'il fut partiellement déclassifié, il révéla que Plöttner avait administré de la mescaline à des prisonniers du camp à leur insu, mélangée dans le café ou la soupe, et avait soumis les sujets à des interrogatoires filmés. Les résultats furent, selon le rapport lui-même, incohérents. Certains sujets entraient dans des états de désinhibition totale et parlèrent sans contrôle. D'autres devenaient agressifs ou sombraient dans des états de panique empêchant tout interrogatoire. Plöttner conclut que la mescaline n'était pas l'agent pharmacologique recherché, mais que ses propriétés hallucinogènes ouvraient des pistes de recherche dans d'autres directions. Le lien entre les expériences de Dachau et le programme américain MK-Ultra, lancé par la CIA en 1953, a été documenté par l'historien John Marks dans son livre « The Search for the Manchurian Candidate ». Marks établit que plusieurs des scientifiques recrutés dans le cadre de l'opération Paperclip avaient travaillé sur des expériences pharmacologiques pendant la guerre et que leurs recherches avaient servi de base méthodologique aux programmes américains de contrôle mental. Le docteur Walter Schreiber, chef du service de médecine militaire allemand pendant la guerre, fut évacué vers les États-Unis en 1951 malgré les protestations du procureur de Nuremberg Telford Taylor, qui avait documenté son implication dans des expériences sur des prisonniers. Les archives complètes du programme pharmacologique des SS à Dachau n'ont pas été entièrement déclassifiées. Ce qui fut détruit en 1945 ne peut être récupéré. Ce qui fut classifié par les Américains en 1945 et 1946 reste l'objet de demandes de déclassification partiellement rejetées.
En novembre 1944, les pilotes de la 415e escadrille de chasse nocturne des forces aériennes des États-Unis présentèrent des rapports que leur commandement ne savait pas comment classer. Ils effectuaient des missions au-dessus du nord-est de la France, encore en zone d'occupation allemande, lorsqu'ils commencèrent à voir des lumières. Ce n'étaient pas des avions ennemis, ce n'étaient pas des fusées éclairantes, c'étaient des sphères lumineuses, généralement rouges ou blanches, se déplaçant à des vitesses qu'aucun aéronef connu ne pouvait atteindre, et qui semblaient accompagner ou suivre les appareils alliés à des distances variables, sans jamais attaquer. Le nom que les pilotes leur donnèrent fut emprunté à une bande dessinée populaire de l'époque, Smiling Jack, où un terme d'argot désignait un personnage aux pouvoirs étranges, les Foo Fighters. Les rapports se multiplièrent tout au long de 1944 et 1945. Des pilotes britanniques, américains et australiens présentèrent des dizaines de témoignages indépendants décrivant des phénomènes similaires au-dessus de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Les descriptions concordaient sur des détails physiques précis. Les lumières se déplaçaient à des vitesses impossibles, changeaient de direction sans ralentir, ne laissaient aucune trace de propulsion visible et disparaissaient soudainement sans laisser de traces. Dans aucun cas, elles n'attaquèrent un avion allié. Le chercheur italien Renato Vesco publia dans les années 1960 des éléments suggérant que les Foo Fighters n'étaient ni des phénomènes naturels ni des illusions d'optique, mais une arme allemande réelle connue en interne sous le nom de Feuerball, boule de feu, développée dans des installations de la Luftwaffe à Wiener Neustadt en Autriche. Le Feuerball aurait été un dispositif à propulsion par turbine, sans pilote, recouvert d'une substance inflammable qui brûlait sans consommer l'engin, capable de voler de manière autonome et conçu pour suivre les avions alliés et perturber leur système radar et d'allumage. L'ancien officier Haberstroh, interrogé dans une salle de couvent par des chercheurs espagnols à la fin du XXe siècle, se souvint spécifiquement des boules lumineuses que les chasseurs à réaction Messerschmitt transportaient sous leur fuselage et lançaient contre les formations ennemies où elles s'enflammaient comme des boules de feu dans le ciel. Sa description correspondait techniquement à ce que Vesco avait documenté. Elle correspondait également au rapport des pilotes alliés. Il existe un second candidat technique, les plasmas globulaires qui se forment naturellement autour des moteurs d'aéronefs dans des conditions atmosphériques spécifiques. Mais les pilotes alliés ayant fourni les rapports les plus détaillés étaient des vétérans totalisant des milliers d'heures de vol, parfaitement familiers de ces phénomènes naturels. Les archives spécifiques du projet Feuerball ou de tout programme, équivalent de drones à propulsion par turbine de la Luftwaffe, n'ont pas été retrouvées. L'inventeur du radar, Robert Watson-Watt, déclara après la guerre que les Allemands avaient travaillé sur des dispositifs d'interférence électromagnétique aérienne dont la documentation technique avait été détruite dans les derniers mois du conflit. Les rapports sur les Foo Fighters demeurent dans les archives de l'US Air Force, classés comme phénomènes non identifiés. À l'université du Reich de Strasbourg, ville que l'Allemagne avait officiellement incorporée à son territoire en 1940, l'anatomiste August Hirt occupait un laboratoire au deuxième étage du bâtiment de médecine. Il était professeur et membre des SS avec le grade de Hauptsturmführer. À la fin de 1941, il écrivit à Wolfram Sievers, directeur exécutif de l'Ahnenerbe, avec une proposition. Hirt voulait constituer une collection de squelettes juifs. Sa justification était scientifique. Il affirmait que l'anatomie crânio-faciale des Juifs n'avait jamais été documentée de manière systématique de leur vivant, car les seuls spécimens disponibles pour la science étaient des individus décédés dont la décomposition faussait les mesures. Si l'on disposait d'individus vivants mesurés avec précision avant leur mort, la collection obtenue serait, selon ses termes, d'une valeur scientifique unique et inestimable. Himmler lut la proposition et l'approuva. En 1943, Bruno Beger, le même anthropologue qui avait mesuré 376 Tibétains lors de l'expédition de Schaeffer, sélectionna à Auschwitz 115 détenus de divers types ethniques, hommes et femmes. Les 115 furent transférés en août 1943 au camp de concentration de Natzweiler-Struthof en Alsace, à environ 80 km au sud-ouest de Strasbourg. Là, ils furent gazés. Leurs corps furent transportés au laboratoire de Hirt, où le professeur les prépara pour leur conservation.
Lorsque les troupes alliées s'approchèrent de Strasbourg en septembre 1944, Hirt donna l'ordre de détruire les cadavres. La destruction fut incomplète. Les soldats américains retrouvèrent les restes de 86 corps en état de semi-conservation chimique dans le sous-sol du laboratoire d'anatomie. Le procès de Nuremberg documenta l'affaire. Bruno Beger fut jugé en Allemagne en 1971, près de 30 ans plus tard, et condamné à 3 ans de prison avec sursis. August Hirt ne fut pas jugé, car il s'était suicidé en juin 1945 dans les forêts de Bavière. Le mystère n'est pas le crime. Le crime est documenté. Le mystère est ce que Hirt cherchait à démontrer avec cette collection. Les écrits scientifiques qu'il aurait produits à partir de celle-ci n'ont jamais existé ou ont été détruits. L'hypothèse raciale qui justifiait le projet n'a jamais été publiée. La question que Hirt prétendait pouvoir résoudre avec sa collection, celle d'une supposée anatomie différentielle des Juifs, n'a jamais eu et ne pouvait pas avoir de réponse scientifique valide, car la prémisse était scientifiquement nulle dès le départ. Mais Hirt y croyait, et le régime l'a financé. Le 10 mai 1941, sur la base aérienne d'Augsbourg, le vice-führer du parti nazi, Rudolf Hess, enfila un uniforme de la Luftwaffe, monta à bord d'un Messerschmitt Bf-110 et décolla seul en direction du nord-ouest. Il avait 47 ans, préparait en secret depuis 4 mois ce qu'il était sur le point de faire et ne dit à personne où il allait. Il vola pendant 4 heures au-dessus de la mer du Nord. En approchant de l'Écosse, il sauta en parachute au-dessus du comté de Renfrewshire, se blessa à la cheville lors de l'atterrissage et fut capturé par un fermier local nommé David McLean, armé d'une fourche. Il demanda à parler au duc de Hamilton qu'il avait rencontré des années auparavant lors des Jeux olympiques de Berlin de 1936. Les raisons officielles de ce vol ont été interprétées de multiples façons au cours des 85 années qui ont suivi. La version la plus acceptée est que Hess agissait seul, poussé par la conviction que la Grande-Bretagne pouvait être persuadée de signer une paix séparée avant que l'Allemagne n'envahisse l'Union soviétique, ce qui se produirait 5 semaines plus tard. Hess avait été profondément influencé par son mentor Karl Haushofer, le géopoliticien qui enseignait que les Anglo-Saxons partagèrent l'héritage racial arien avec les Allemands et qu'une guerre entre ces peuples était une erreur historique. Mais un mémorandum déclassifié du renseignement britannique, publié en 2017, vient compliquer cette version. Le document, produit par le MMI6, suggère que Hess aurait pu croire disposer d'une autorisation tacite, informelle pour sa mission de paix, qu'un canal officieux aurait pu exister avant le vol et que son annulation ultérieure aurait résulté d'une décision politique prise une fois Hess déjà sur le sol britannique. Hess prit aussi la décision de voler le 10 mai 1941 pour une autre raison rarement mentionnée par les historiens. Ce jour-là, selon les astrologues de la cour de Himmler, une configuration planétaire exceptionnelle se produisait, indiquant dans les systèmes de prédiction consultés régulièrement par plusieurs hauts responsables du régime une opportunité unique pour une action décisive. Hess fut emprisonné en Grande-Bretagne, jugé à Nuremberg, condamné à la prison à vie, puis détenu à la prison de Spandau à Berlin-Ouest, où il fut l'unique prisonnier pendant 21 ans. Il mourut le 17 août 1987, à 93 ans, dans des circonstances jugées suspectes par une commission indépendante. Le rapport d'autopsie indiqua que le câble électrique avec lequel il se serait pendu était trop court pour qu'un homme de son âge et de sa condition physique puisse se pendre sans aide extérieure. Les transcriptions complètes des interrogatoires britanniques de Hess entre 1941 et 1945 n'ont pas été entièrement déclassifiées. Le 9 mai 1945, un jour après la reddition officielle de l'Allemagne, le SS Obergruppenführer Hans Kammler disparut de l'histoire. Il ne mourut pas au combat. Il ne fut pas capturé, il ne fut pas jugé, il n'apparut dans aucun camp de réfugiés. Il ne figura sur aucune liste de pertes. Il n'était tout simplement plus là. Kammler était, durant les 2 dernières années de la guerre, l'homme le plus puissant du régime après Hitler, Himmler et peut-être Bormann. Il était l'architecte qui avait conçu les chambres à gaz et les crématoires d'Auschwitz-Birkenau. Il était l'ingénieur qui supervisait la production des fusées V2 dans les installations souterraines de Mittelwerk, où les prisonniers du camp de Dora travaillaient dans des conditions d'une brutalité extrême, la mortalité lors de la construction des tunnels dépassant 10% par mois.
Il était responsable des projets d'armement les plus secrets du Reich, y compris, selon diverses sources, le dispositif connu sous le nom de Die Glocke. Au printemps 1945, Kammler négocia avec des officiers du renseignement américain. L'historien américain Tom Agoston a documenté dans son livre Blunder « How the US Gave Away Nazi Super Secrets to Russia », publié en 1985, que Kammler proposa aux Américains l'accès à la technologie la plus avancée du Reich en échange d'une protection personnelle. D'autres chercheurs ont indiqué que Kammler avait accès au plan complet du programme nucléaire allemand, au projet secret d'aviation et possiblement au dossier d'expérience qu'aucun haut responsable nazi n'aurait pu survivre s'ils avaient été rendus publics. La version officielle affirme que Kammler mourut à Prague le 9 mai 1945, possiblement par suicide ou exécuté par ses propres subordonnés. Aucun témoin direct de sa mort n'a pu être identifié de manière vérifiable. Aucun document certifiant son décès n'a été retrouvé par les Alliés. La Commission alliée des crimes de guerre clôtura le dossier Kammler en 1947, en indiquant qu'il était probable qu'il soit mort à la fin de la guerre, sans préciser ni méthode, ni lieu exact, ni circonstances. L'opération Paperclip recruta 1600 scientifiques et techniciens allemands entre 1945 et 1959. Les dossiers de plusieurs d'entre eux furent expurgés avant leur intégration au programme scientifique américain, afin d'en retirer les mentions de leurs activités sous le nazisme. L'historienne Annie Jacobsen, dans son livre Operation Paperclip, publié en 2014, documenta ce processus d'expurgation systématique, mais ne put identifier Kammler parmi les recrues. Si Kammler fut transféré aux États-Unis, il aurait vécu sous une identité d'emprunt jusqu'à sa mort naturelle, sans qu'aucune trace n'en subsiste. S'il fut exécuté à Prague, il n'en existe pas davantage de traces. Il reste l'officier du plus haut rang du Troisième Reich, dont le destin à la fin de la guerre demeure entièrement inconnu. La société Thulé n'était pas ce qu'elle semblait être. Enregistrée au registre des sociétés de Munich comme l'Association pour l'étude de l'Antiquité teutonique, elle était en réalité la branche bavaroise de la Germanenorden Walvater du Saint Graal, un ordre occultiste de tendance völkisch fondé en 1912, qui combinait l'antisémitisme racial avec des pratiques dérivées de la franc-maçonnerie, de l'hermétisme et des traditions runiques germaniques. Son fondateur à Munich fut Rudolf von Sebottendorf, un homme dont la biographie comporte des zones qui n'ont pas encore été entièrement vérifiées. On sait qu'il voyagea en Égypte, où il affirma avoir été initié à des rites du culte de Memphis par des membres de la famille Termoudi, des juifs francs-maçons à orientation ésotérique. On sait qu'il hérita de leur bibliothèque occultiste et qu'il y trouva des notes décrivant des exercices de méditation qu'il adopta comme base de la pratique interne de Thulé. On sait que l'emblème de la société était une svastika entourée d'épées et de guirlandes et que la devise de ses membres était « Souviens-toi que tu es allemand, garde ton sang pur ». Ce que l'on ne sait pas avec certitude, c'est l'étendue du cercle intérieur de Thulé. Son organisation en plusieurs cercles concentriques d'initiation était inhérente à sa structure. Le premier cercle était celui des membres ordinaires, profession libérale, aristocrate et militaire de la Munich d'après-guerre. Le deuxième comprenait les initiés aux pratiques magiques que le groupe appelait « travail spirituel ». Le troisième, dont les chercheurs ne disposent que de références indirectes, était celui que Sebottendorf appelait « les maîtres ». Parmi les membres de Thulé ayant acquis une importance politique figuraient Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart et Anton Drexler, fondateurs du Parti ouvrier allemand que Hitler transforma en Parti national-socialiste. La société Thulé finança partiellement l'achat du Völkischer Beobachter, qui devint le journal officiel du nazisme. Le chef de la police de Munich, Ernst Pöner, faisait partie du cercle intérieur. Dietrich Eckart fut le premier mentor de Hitler. Mort en décembre 1923, un mois après l'échec du putsch de la brasserie, Eckart agonisait dans une rue de Munich en disant à deux de ses proches « Ne me pleurez pas, nous lui avons donné les moyens de communiquer avec eux ». Il ne termina pas sa phrase. Les archives de la société Thulé, si elles ont jamais existé en tant que registre formel, n'ont jamais été retrouvées.
Ces rituels d'initiation, selon les témoignages fragmentaires parvenus jusqu'aux chercheurs, incluaient des pratiques qu'aucun membre survivant de la guerre n'a pu décrire en détail devant un tribunal. L'historien Nicholas Goodrick Clark, dans son ouvrage « The Occult Roots of Nazism », publié en 1985, a documenté l'histoire de la société avec le plus grand niveau de rigueur académique disponible et a conclu que l'étendue réelle de ces pratiques rituelles reste impossible à déterminer à partir des archives survivantes. Le 5 décembre 1941, 2 jours avant l'attaque japonaise de Pearl Harbor, un convoi militaire américain quitta Pékin transportant une collection de fossiles d'une valeur scientifique incalculable. Les restes du Sinanthropus pekinensis, l'homme de Pékin, découverts lors des fouilles de la grotte de Zhukudian entre 1923 et 1937. Les fossiles comprenaient des fragments de crâne, des dents et certains os provenant de 30 à 40 individus appartenant à une espèce humaine ayant vécu il y a environ 500 000 ans. Le convoi arriva au port de Qinhuangdao le 8 décembre, le jour même où l'Empire japonais déclara la guerre aux États-Unis. Les soldats japonais arrêtèrent les marines américains dans le port. Les fossiles n'atteignirent jamais le navire qui les attendait. Ils disparurent. Ils n'ont jamais été retrouvés. Les nazis n'étaient pas directement responsables de cette disparition, mais Lahnenerbe avait manifesté depuis plusieurs années un intérêt actif pour les fossiles de l'homme de Pékin. Les paléontologues nazis étaient tenus d'interpréter toute preuve fossile à travers le prisme de la théorie aryenne, et les restes de Zhukudian représentaient une anomalie problématique pour leur cadre théorique. Trop primitif pour s'intégrer à une narration de supériorité raciale et en même temps trop humain pour être ignoré. Lahnenerbe avait tenté en 1939 d'obtenir l'autorisation d'étudier directement les fossiles à Pékin. Le gouvernement chinois refusa. Lorsque le Japon occupa le nord de la Chine, plusieurs unités de renseignement allemandes coopéraient étroitement avec les Japonais. Si les fossiles furent interceptés délibérément par l'une de ces unités, ou s'ils furent simplement perdus dans le chaos du changement de souveraineté, aucun document disponible ne permet de l'établir. Ce qui est vérifiable, en revanche, c'est que la communauté paléontologique internationale cherche les fossiles de Pékin depuis plus de 80 ans sans succès. Plusieurs enquêtes, dont une menée dans les années 1990 avec la coopération du gouvernement chinois, ont exploré toutes les pistes possibles sans trouver d'indices concluants. Les moulages en plâtre des originaux, réalisés avant la guerre, sont tout ce qu'il en reste. Des dizaines de criminels de guerre nazis, parmi lesquels Adolf Eichmann, responsable direct de la Shoah, Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon, et Franz Stangl, commandant du camp d'extermination de Treblinka, réussirent à fuir l'Europe à la fin de la guerre et à vivre pendant des années, voire des décennies, en Amérique du Sud sous de fausses identités. Ce système d'évasion fut appelé par les nazis eux-mêmes Rattenlinien, les lignes de rats. Le terme apparaît pour la première fois dans des documents du renseignement américain en 1947. Les lignes de rats n'étaient pas une organisation centralisée, mais un réseau de réseaux avec plusieurs itinéraires convergeant vers des points de transfert spécifiques. La route la mieux documentée passait par la Suisse, traversait les Alpes italiennes vers Gênes ou Rome, puis permettait l'embarquement vers l'Argentine, le Brésil ou le Paraguay, avec des documents falsifiés ou authentiques délivrés par la Croix-Rouge internationale, à la demande d'intermédiaires agissant comme relais entre les fugitifs et les ports de départ. Les archives du Comité international de la Croix-Rouge, partiellement déclassifiées dans les années 1990, montrent que l'organisation a délivré plus de 200 000 laissez-passer entre 1945 et 1951, sans exiger dans de nombreux cas de preuves formelles d'identité. Des responsables de la Croix-Rouge ont reconnu que le système avait été exploité de manière systématique par des criminels de guerre. Le rôle du Vatican constitue l'aspect le plus sensible et le moins entièrement documenté des lignes de rats. L'évêque croate Alois Udal, recteur du Pontificio Istituto Teutonico di Santa Maria dell'Anima à Rome, a aidé de manière avérée plusieurs nazis à s'enfuir. Udal l'a lui-même admis dans ses mémoires publiées en 1976, affirmant avoir agi par anticommunisme et par conviction que de nombreux fugitifs étaient victimes de représailles alliées.
Les archives du Vatican relatives à la période 1943 à 1955 concernant l'assistance aux réfugiés de guerre allemands n'ont pas été entièrement déclassifiées. L'Église catholique a partiellement ouvert ses archives en 2020, mais des restrictions demeurent sur les documents les plus sensibles. Le mystère n'est pas de savoir si les rats ont existé. Il est de savoir combien ont réussi à fuir, avec quelle forme d'aide institutionnelle, et combien de ceux qui ont échappé à la justice ont continué à agir dans des réseaux de renseignement, des programmes scientifiques ou des structures politiques de l'après-guerre sous des identités que nul chercheur n'a pu vérifier de manière complète. Le 13 octobre 1918, dans un secteur du front belge au sud de Wervik, l'artillerie britannique lança une attaque au gaz moutarde sur les positions allemandes. Parmi les soldats touchés se trouvait le Gefreiter Adolf Hitler, qui fut temporairement aveuglé. Il fut évacué vers l'hôpital militaire de Pacewalk, en Poméranie, où il resta jusqu'en novembre de la même année. Ce qui se produisit à Pacewalk entre l'admission de Hitler et sa guérison fait l'objet d'un débat historique qui n'est pas encore clos. La version que Hitler lui-même a laissée dans Mein Kampf est celle du soldat qui, à l'hôpital, entend la nouvelle de la reddition allemande et ressent un choc d'illumination transformant sa paralysie en mission. Selon ses propres mots, il recouvra la vue au moment où il prit la décision de se lancer en politique pour sauver l'Allemagne. Le retour de la vision et la révélation de son destin se produisirent simultanément. Le médecin qui traita Hitler à Pacewalk était le psychiatre Edmund Forster, spécialiste des cas de cécité hystérique provoqués par un traumatisme de guerre sans cause organique vérifiable. Forster appliquait une technique d'hypnose qui, dans certains cas, permettait de rendre la vue à des patients dont la cécité était d'origine psychogène, en suggérant aux patients qu'il possédait des capacités spéciales lui permettant de recouvrer la vue s'il se concentrait sur sa mission. La procédure fut consignée dans les archives de l'hôpital. Le premier biographe de Hitler, Rudolf Holden, écrivit en 1936 qu'il ne fallait pas s'étonner de l'hypothèse d'une cécité hystérique et que les rapports médicaux susceptibles d'éclairer cette affaire ne seraient probablement jamais retrouvés. En 1933, lorsque le parti nazi arriva au pouvoir, le docteur Edmund Forster fut soumis à des pressions de la Gestapo. Ses notes sur le cas Hitler furent confisquées. Forster mourut le 10 septembre 1933, officiellement par suicide, moins de 6 mois après la nomination de Hitler comme chancelier. Il avait 44 ans. Ses archives concernant le cas de Pacewalk n'ont jamais été retrouvées. Ce que Hitler a réellement vécu dans cette chambre d'hôpital en novembre 1918, et si cela fut le résultat d'une hypnose le convainquant d'une mission surnaturelle, reste impossible à vérifier, car les seules personnes qui auraient pu en témoigner sont mortes avant ou pendant la guerre. Dans les derniers mois de la guerre, lorsque les bombardements alliés avaient déjà détruit une grande partie de la capacité industrielle allemande, les bureaux d'études qui subsistaient dans des installations souterraines continuaient à produire des projets. Certains étaient des développements de technologies existantes. D'autres relevaient de spéculations techniques d'une ambition proche de la science-fiction. Le Sonnengewehr, le canon solaire, appartenait à cette seconde catégorie. Le concept fut développé à partir des travaux du scientifique Hermann Oberth, l'un des pionniers de la fusée moderne et mentor de Werner von Braun. Oberth avait publié en 1929 une description théorique selon laquelle un miroir orbital d'un diamètre suffisant pourrait concentrer la lumière solaire et la diriger vers un point de la surface terrestre, avec une énergie capable de produire des températures supérieures à 4000 degrés Celsius dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les ingénieurs de la Wehrmacht prolongèrent cette spéculation pendant la guerre. Les documents récupérés par les Alliés en 1945, notamment le numéro de Life du 9 juillet 1945, décrivaient un projet envisageant un miroir orbital de plus d'1 kilomètre de diamètre, assemblé dans l'espace à partir de modules lancés par fusée. Le miroir utiliserait du sodium concentré comme matériau réfléchissant. Le système de guidage serait piloté depuis une station de contrôle au sol. Le projet ne dépassa jamais la phase spéculative. La technologie nécessaire pour envoyer des matériaux dans l'espace et les assembler en orbite n'existait pas en 1945 et ne verrait le jour que des décennies plus tard. Mais l'idée existait.
Elle avait été sérieusement étudiée par des ingénieurs du Reich et les documents qui la décrivaient furent récupérés par les services de renseignement scientifiques américains et classifiés. Le canon solaire nazi est aujourd'hui considéré par les historiens des technologies comme un antécédent conceptuel des systèmes d'armement à énergie dirigée que l'Union soviétique et les États-Unis explorèrent durant la guerre froide. Le projet ARP en Alaska, système de recherche sur les aurores boréales capables de chauffer l'ionosphère, repose sur des principes énergétiques que les concepteurs du Sonnengewehr de la Luftwaffe auraient pu comprendre sans difficulté. Il existe, aux origines du mouvement nazi, une figure dont l'histoire est si étrange que plusieurs historiens ont soupçonné qu'elle avait été inventée. Elle ne l'a pas été. Ignaz Trebitsch Lincoln naquit en 1879 dans une famille juive à Pax, en Hongrie. Il fut ordonné rabbin, puis il se convertit au protestantisme. Il s'installa en Angleterre, fut ordonné ministre anglican, épousa une Anglaise et fut élu membre du Parlement britannique en 1910 sous l'étiquette du Parti libéral. Il fut le premier député d'origine juive et né à l'étranger assiégé à Westminster. Il fut également espion allemand pendant la Première Guerre mondiale, puis espion britannique, puis espion américain. Puis, apparemment, de personne ou de tout le monde à la fois, selon son interlocuteur. En 1919, Trebitsch Lincoln se trouvait à Munich. Il participa au putsch manqué de Wolfgang Kapp en mars 1920. Selon certaines sources, c'est lui qui aurait présenté Hitler à un banquier de Cologne, cherchant des hommes capables de stabiliser la situation politique allemande. Si cela est exact, il aurait été l'un des premiers intermédiaires financiers du futur dictateur. En 1933, alors que les nazis étaient sur le point de prendre le pouvoir, Trebitsch Lincoln, devenu entre-temps moine bouddhiste sous le nom de Fra Chao Chu, écrivit une lettre ouverte aux dirigeants du monde, affirmant que le roi du monde, maître suprême gouvernant le destin des nations depuis les montagnes de l'Himalaya, allait déclencher des forces inconnues contre ceux qui perturberaient l'ordre cosmique. Il mourut à Shanghai en 1943. Les archives du MI6 concernant Trebitsch Lincoln restent partiellement classifiées. La nature exacte de ses relations avec le mouvement nazi naissant, la question de savoir s'il fut un agent conscient de services de renseignement, s'il joua un rôle de catalyseur du nazisme de manière volontaire ou accidentelle, ou si ses déclarations sur le roi du monde relevaient d'un code d'espionnage ou d'une conviction authentique, demeurent sans réponse documentaire complète. En 2018, un chercheur travaillant dans les archives de la Stasi, le service secret de l'ancienne République démocratique allemande, découvrit un document qui ne correspondait à aucune catégorie habituelle des dossiers. La référence interne était cryptique. Elle décrivait un prisonnier maintenu sous garde soviétique depuis la fin de la guerre, identifié dans les registres uniquement sous le nom de Der Gesichtslose, l'homme sans visage. Le document indiquait que ce prisonnier avait été arrêté sous l'autorité du NKKD, le service de renseignement soviétique, et qu'il n'avait jamais été enregistré officiellement dans aucun système de documentation des prisonniers de guerre. Le document de la Stasi était une référence de seconde main et non le dossier original. Le dossier original, s'il existe, se trouverait dans les archives du KGB, aujourd'hui FSB en Russie. Il n'a pas été déclassifié. À qui ce document faisait-il référence? L'hypothèse la plus répandue parmi les chercheurs ayant étudié le cas est qu'il s'agissait d'un officier nazi de haut rang dont l'identité politique ou la connaissance de certains programmes secrets le rendaient à la fois trop précieux pour être révélé publiquement par les soviétiques et trop dangereux pour être libéré. Plusieurs candidats ont été avancés. Le premier est Hans Kammler lui-même, dont le sort à la fin de la guerre constitue le mystère déjà évoqué. Le deuxième est Martin Bormann, dont la mort à Berlin a été confirmée par analyse ADN en 1998, mais dont la disparition pendant des décennies avait alimenté une série de signalements supposés en Amérique du Sud, que la CIA a discrètement enquêté sans résultat vérifiable. Le troisième, plus spéculatif encore, est celui d'un responsable de programmes technologiques secrets dont l'identité aurait été dissimulée par les soviétiques afin de protéger les développements scientifiques issus de ces connaissances. Le document de la Stasi a été authentifié par 2 graphologues indépendants comme ayant été produit en RDA entre 1955 et 1975. Au-delà de cela, rien ne peut être affirmé avec certitude.
Le prisonnier sans nom des archives soviétiques demeure l'un des mystères les plus ambigus et potentiellement les plus significatifs laissés par le Troisième Reich. La possibilité que quelqu'un en possession d'informations critiques ait pu rester en vie, captif et réduit au silence pendant des décennies après la chute du régime qui l'avait engendré.